Donc je vous présente Guy Jacques, si vous ne le connaissez pas, mais je pense qu'il est déjà assez connu parce que c'est un familier des conférences. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et il est océanographe et écologue donc de métier. Il a été, après une thèse de 3e cycle à Roscoff, il est venu à Banyuls où il est resté, il a fait la plus grande partie de sa carrière, pendant donc une quarantaine d'années. Il a dirigé le département plancton justement à Banyuls. Il a quitté Banyuls pour prendre la direction adjointe de l'Institut national des sciences de l'univers. Et puis il est revenu finir sa carrière quelques années à Perpignan, à l'université de Perpignan. Voilà. Sinon, c'est quelqu'un qui est très prolixe. Et il a écrit actuellement 22 ouvrages, donc aux dernières nouvelles, et le 22e vient juste de sortir, notamment une quinzaine sur l'océan, le plancton, le climat et le changement climatique, l'écologie et la décroissance. Voilà, donc c'est extrêmement varié. Et par contre, il a publié un certain nombre de rubriques dont fait partie cette conférence. Notamment en 2016, il y a le Nouveau Monde sur François Arago. Donc vous pouvez trouver effectivement, si cette conférence vous plaît, d'autres informations. L'oublié, et en 17 chez XEA, donc Jacques Arago, parce que François Arago avait un frère aussi, sinon plus célèbre que lui. Ce frère inattendu est le clan Arago. Donc voilà. Et il a également publié chez Cap Béar en 2018 Une famille entre dans l'histoire. Parce que la famille Arago est une famille extrêmement célèbre, ils ont eu plusieurs membres qui ont été extrêmement connus, et donc ils méritaient effectivement cette revue. Voilà. Et vous aussi, certains d'entre vous ont entendu au moins son nom, puisqu'il a fait une des pages culturelles sur les bateaux du laboratoire. Donc dans le bouquin sur les pages culturelles, il a fait effectivement un article. Voilà, je lui laisse la parole et sur François. Bon, merci Aline, c'est toujours un plaisir de venir à Banyuls, où j'ai vécu quand même une vingtaine d'années et une quarantaine d'années au laboratoire Arago. Alors je vais vous présenter une conférence sur François Arago, l'oublié. Vous voyez là j'ai même mis un O majuscule, et vous jugerez à la fin de la conférence s'il est vraiment oublié, très oublié ou peu oublié. Moi je trouve qu'il l'est beaucoup. Donc on va commencer la conférence. Alors évidemment, Arago est quand même un nom dans la région qui est quand même très connu. Alors vous avez déjà lycée Arago. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut savoir que le nom d'Arago est le nom le plus répandu comme odonyme de personnalité dans les Pyrénées-Orientales. C'est en tête de toutes les avenues, les places, etc. C'est le nom le plus répandu. En France, c'est pas pareil, il se situe seulement à la 91e place, derrière, ça c'est bien connu, les trois premiers odonymes les plus utilisés, Charles de Gaulle, Louis Pasteur, Victor Hugo. Vous voyez que Joseph Joffre, qui est natif de Rivesaltes, est même mieux placé en France qu'Arago. Mais dans les PO, c'est pas le cas. Alors, assez amusant, quand j'ai voulu écrire l'ouvrage sur François Arago, j'ai demandé à deux enseignants du lycée Arago à Perpignan de faire une interrogation écrite aux élèves de 6e en leur demandant est-ce que vous savez qui est Arago, puisqu'ils rentraient au lycée. Alors, je vous passerai les détails, mais je vais vous quand même donner quelque chose. Il y en a que deux qui ont répondu à la fois qu'il était un savant et un homme politique. 2 sur 91. Il y a eu des gens très honnêtes qui ont dit, il y en a qui a dit je ne sais pas. Bon, c'est très clair. Alors il y a eu aussi des gens très inventifs, il y en a qui a dit que c'était un grand architecte du XXe siècle. Et enfin, il y en a, ça c'est plus amusant, et ça peut se comprendre, il a dit c'est lui qui a écrit le roman inachevé. Mais malheureusement c'est Aragon qui l'a écrit, et pas Arago. Donc, mais je me moque un peu des élèves, mais je dois dire que même au laboratoire Arago, si dans les années 60 on avait demandé qui c'était, on aurait quand même sans doute eu la réponse que c'était un savant et un homme politique, mais je ne suis pas sûr qu'on en savait beaucoup plus. Donc quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, j'ai quand même passé 40 ans au laboratoire Arago, je vais essayer d'en connaître plus. Alors, pour le lycée Arago, vous avez aussi l'amicale des anciens d'Arago, qui a rappelé que l'actuel lycée Arago est le descendant du collège Pi, dans lequel a été Arago. Vous avez une petite
photo du collège Pi, mais on va le voir mieux là. Vous reconnaissez très bien, à Perpignan, là où il y a le parking, je vais vous montrer. Vous voyez, ce bâtiment brique derrière le parking, c'est les dortoirs de l'ancien collège Pi, qui était l'antécédent du lycée Arago. D'ailleurs, là où j'ai mis la petite flèche, si vous passez, vous avez une plaque commémorative qui rappelle qu'il y a eu des élèves célèbres au collège Pi. Alors, le laboratoire Arago, bon, voilà une photo actuelle. Alors, on pourrait croire que le nom du laboratoire Arago a été donné parce que Arago était une personnalité connue à l'époque. C'est un peu plus fort que ça, parce que le fondateur du laboratoire Arago, Henri de la Casse-Gutier, que vous voyez à droite, en fait, en 1881, il était dans les Pyrénées-Orientales pour chercher l'emplacement idéal pour une station marine. Il avait déjà 7 ans auparavant créé la station biologique de Roscoff, mais il trouvait que compte tenu du climat, il fallait une station qu'il appelait d'été. Et il a beaucoup négocié avec les maires de Port-Vendre et de Banyuls et avec le conseil départemental, général à l'époque. Et si vous voulez, il était assez favorable à Port-Vendre, qui a un avantage, c'est qu'il y a un port en eau profonde. C'était quand même un gros avantage, mais finalement, la municipalité de Banyuls s'est avérée plus généreuse. Elle donnait de l'argent, un bateau, etc. Donc c'est pour ça qu'il a installé, donc qu'il ait donné le nom à Arago, c'est normal, puisqu'en 1881, il a été à Perpignan lors de l'inauguration de la statue de François Arago. Donc voilà le laboratoire Arago à l'origine, avec Sorbonne Université. C'est assez amusant parce que le laboratoire Arago a changé de rattachement au cours du temps, Faculté des sciences de Paris, Paris 6, et maintenant il est redevenu, il est entré dans Sorbonne Université. Alors, quelquefois, des gens me disent, mais non, il est connu. Alors, voilà 3 exemples. Vous avez à Perpignan la salle de la mairie, qui est la salle Arago, avec le buste d'Arago au fond. Vous avez le nom d'Arago sur la tour Eiffel. Vous avez le portail, dans le ministère de la Culture, le portail de la photographie, et ça s'intitule Arago. On verra pourquoi on associe Arago à la photographie. Vous avez quelquefois des hommes ou femmes politiques qui utilisent l'image d'Arago, la place Arago. Là, vous avez Clotilde Ripoud en train de faire un discours, vous voyez. Mais c'est quand même très peu utilisé. Il y a très peu d'hommes politiques qui font référence à Arago. Donc j'ai effectivement écrit 3 ouvrages. J'ai commencé par François Arago, mais comme je vous parlerai un petit peu plus tard de tout le clan, j'ai écrit sur Jacques et le clan Arago, mais je vous en parlerai un petit peu après. Alors, il faut quand même se rendre compte du caractère exceptionnel que peut avoir la famille Arago. Donc la famille Arago, c'est une famille installée depuis 1600 à peu près à Estagel, dans les Pyrénées-Orientales. Les parents, c'est François Bonaventure, marié à Marie Roch. François Bonaventure était d'Estagel, Marie Roch était de Cornellà de la Rivière. C'était ce qu'on appelait en catalan apparemment des pages, des paysans aisés, disons. Hein. Et ils ont eu 5 fils, dont je vous mets là. Et alors, c'est pour dire un village qui a quand même, on verra après, 2000 habitants à l'époque et qui a à peu près toujours 2000 habitants. Hein. Ils ont quand même François, on va en parler, Jean, qui était militaire dans l'armée française, et puis il ne s'est pas entendu avec Napoléon, il est parti, il est devenu général dans l'armée mexicaine. On lui a proposé même de devenir président du Mexique, il a refusé parce qu'il a dit je ne suis pas mexicain vraiment, mais donc quand même. Ensuite il y a Victor, c'est celui qui aurait le moins bien réussi, mais il a quand même été polytechnicien aussi. Je ne sais pas vous rendre compte, un village comme Estagel, actuellement, si vous cherchez des polytechniciens, vous n'en trouveriez pas. Donc il a été officier dans l'armée française, et puis chef de la garnison de Perpignan et d'Aix, et il a été félicité au siège d'Anvers par Napoléon qui lui a dit « On voit que vous êtes Arago, vous ferez une belle carrière ». En fait, c'est lui qui a fait peut-être la moins belle carrière. Joseph, militaire, il a rejoint son frère dans l'armée du Mexique, il a été aide de camp du président du Mexique, Bustamante. Il a été pas mal malade, mais il a par contre pas mal de descendants. C'est-à-dire vous trouvez en France quelques descendants, mais uniquement de Jacques Arago, et vous trouvez donc au Mexique des descendants assez nombreux de Joseph Arago. Étienne, c'est le plus connu derrière François, c'était un dramaturge, alors c'est assez amusant. Vous imaginez maintenant un homme politique qui écrirait des vaudevilles. C'est pas tellement ce qui se passe à la Chambre, quoique ça ressemble quelquefois un peu à des vaudevilles. Donc il a été aussi directeur d'ailleurs du théâtre des vaudevilles à Paris. C'était sans doute l'homme le plus à gauche du clan Arago. Il était franc-maçon, il a été exilé 11 ans en Belgique. Hein.
Mais il est revenu, il a été directeur des postes, et c'est lui qui a inventé le timbre-poste. On avait d'ailleurs des timbres-postes en hommage à Étienne Arago, qui est l'inventeur du timbre-poste, et il a été maire de Paris pendant peu de temps, pendant quelques mois. Il a été maire de Paris. Enfin, on peut parler d'un fils de François Arago, Emmanuel, qui a été un avocat, il a été défenseur notamment de Barbès, homme politique et un des fondateurs de la Troisième République, dans un village de 2000 habitants quand même. Et ça tient beaucoup aux parents, et je vais dire surtout à Marie Arago, qui était, normalement comme toutes les femmes à l'époque, elle ne savait pas lire et écrire, mais elle a appris elle-même à lire et à écrire. Et c'est elle qui a dit que pour que les enfants réussissent, il faudrait à un moment donné de leur vie qu'ils quittent les Pyrénées-Orientales. Et ils ont tous finalement, voyez où ils ont été, ils sont partis quelquefois très loin. Puisque j'ai oublié, je ne sais plus, non mais je reviendrai dessus. Ah oui, j'ai oublié Jacques Arago, je n'ai pas parlé de Jacques Arago, qui était donc un polémiste, hein, un écrivain, un dessinateur, des dessinateurs humoristiques, bagarreur, il avait fait un tas de duels, il ne s'est pas entendu du tout avec tout le reste du clan parce qu'il avait toujours besoin d'argent, il tapait sa famille, y compris François Arago, mais c'est quand même quelqu'un qui a passé 3 fois le Cap Horn, hein, qui a rencontré la reine Pomaré à Tahiti, qui a une longue amitié avec la reine Pomaré, et qui a rencontré les empereurs du Brésil. On sait quand même les destins hors du commun pour des gens sortis d'un petit village. Donc, alors, je m'excuse, j'ai passé les filles. Il y a aussi eu 5 filles, mais 3 sont mortes pratiquement à la naissance ou juste après. Et il y en a 2, une qui a épousé un quartier-maître, et l'autre, Marguerite, qui a épousé un astronome. On verra, quand on parle du clan Arago, il y a non seulement les Arago, mais tous les astronomes qui se sont noués autour. Voilà donc François Arago et sa femme, Lucie Carrier-Besson, dont on parle extrêmement peu. Elle était très effacée, et alors pourquoi l'oublier ? Alors voilà l'image des obsèques le 5 octobre 1853, les obsèques de François Arago devant le cimetière du Père-Lachaise. Il y avait, par un temps très mauvais, très pluvieux, il y avait quand même 60 000 personnes. Mais il y avait que 2 de ses frères, hein, parce qu'il y en a 2 qui étaient au Mexique et l'autre était exilé en Belgique. Il y avait donc Jacques et Victor. Alors, il faut être modeste, 60 000 personnes, mais si vous prenez le 1er juin, à peu près à la même fois, les obsèques de Victor Hugo, c'était 2 millions de personnes. Il faut toujours relativiser. Maintenant, on aurait peut-être du mal à avoir 2 millions de personnes pour un obsèque, pour des obsèques. Alors, voilà la statue. Pourquoi je dis l'oublier? Ça, c'est la statue d'origine qui était à Paris, place de l'Île de Sein, juste à côté de l'Observatoire, dans le 14e arrondissement. Voilà la statue actuelle, parce que bien sûr, comme c'était le cas souvent, la statue a été fondue à la demande des Allemands pendant la guerre. Et vous voyez, là j'ai mis une petite flèche bleue parce qu'elle pointe sur un médaillon. Ce médaillon a une certaine importance. En 1994, pour le bicentenaire de l'école polytechnique, il y a un sculpteur danois, Jean Dibetz, qui a réalisé des médaillons Arago avec nord-sud. Et il en a placé 135 sur le méridien de Paris, entre le nord et le sud de Paris. On en trouve encore, moi je sais quelques endroits où il y en a qui ont été arrachés, il y en a qui ont été... ce qui est un peu excessif, c'est qu'il associe complètement au méridien de Paris à Arago, alors qu'Arago, on le verra après, n'a fait que mesurer la partie terminale du méridien de Paris, c'est-à-dire qu'il occulte tous les autres grands astronomes, Méchain et compagnie, qui ont travaillé sur le méridien de Paris. Mais ce médaillon a une importance parce que... alors on va passer à la suivante. Je passe encore à un polytechnicien de 1953, major de Polytechnique quand même, Hubert Lévy-Lambert. Vous me direz, bon, on se fiche un peu ce polytechnicien, sauf qu'il a créé une association, il y a 7 ans, qui s'appelle Ars Arago, et ils ont demandé à un certain nombre de sculpteurs de proposer une statue de François Arago pour le replacer sur le socle vide de la place de l'Île de Sein. Il y a eu 18 projets qui ont été présentés. Celui qui a été retenu, je vous le dis tout de suite, j'ai assisté à cette cérémonie, n'est pas apprécié des scientifiques et pas du tout du Hubert Lévy-Lambert. Mais les artistes ont leur choix. Ils ont choisi le 2 octobre 2017, à l'Observatoire de Paris, il y a donc eu l'inauguration de cette statue qui était normalement destinée à être placée sur le socle vide. Mais Jeanne Dibetz, celui qui a fait les médaillons,
il avait donné l'autorisation de placer cette statue, puis il s'est ravivé. Il a dit qu'il avait des droits moraux sur la place et la mairie de Paris lui a donné raison. Donc la statue est restée vide parce que la mairie de Paris n'a pas accepté qu'on place la statue d'Arago. Elle est donc placée dans l'Observatoire de Paris. Alors je me mets en vedette, là je suis dans l'Observatoire de Paris sur le Méridien, et la mairie de Paris en plus a refusé que la statue soit placée sur le Méridien. Elle est placée à 2 mètres du Méridien. Bon, un peu picrocolesque, mais... Alors, ce qui est amusant, c'est que le jour de l'inauguration de la statue, qui est donc dans l'observatoire, à 100 mètres de là, sur le socle vide de la station, il y avait un olibrius qui criait « Arago, Arago », parce qu'il estimait que ce n'était pas juste que la statue ne soit pas placée sur ce socle, qui reste et restera sans doute définitivement vide. Alors, quand on dit les Arago, voilà, au cimetière du Père-Lachaise, c'est la statue de François Arago, et son fils Emmanuel est enterré également dans la même tombe, mais il faut un peu la nettoyer. Et alors, plus lamentable, au cimetière de Montparnasse, voilà la tombe d'Étienne Arago. Il a quand même été maire de Paris, même si c'est pas long, donc il y a quelque chose qui colle pas, quand même. C'est invraisemblable qu'on puisse laisser dans cet état la tombe d'un maire de Paris. Bien. Alors on revient dans les Pyrénées-Orientales. Le 31 août 1965, la statue d'Alexandre Oliva est inaugurée à Estagel. Alors ça n'a pas plu à Perpignan. Il est certain que la première statue a été inaugurée à Estagel et pas à Perpignan. Voilà par contre l'inauguration d'Arago à Perpignan le 21 septembre 1879. Alors cette statue, il faut quand même le reconnaître, c'est la seule statue d'Arago qui n'a pas été fondue. Celle que vous voyez actuellement place à Arago, c'est cette statue-là. Vous voyez qu'au départ, cette statue était encadrée d'un piédestal, mais à la demande des cafés qui ont voulu étendre leur terrasse sur la place Arago, petit à petit, on a enlevé l'entourage métallique, et comme vous le savez, maintenant, elle est là. J'ai pris volontairement ces photos. On ne peut pas dire qu'il y a un grand respect d'Arago. Et vous voyez là, sur le partie en bas gauche, les inscriptions sont effacées. Alors j'ai écrit il y a quelques années à la mairie de Perpignan en disant vous pourrez quand même nettoyer la statue d'Arago et mettre une plaque. Alors on m'a répondu, ce qui est sans doute exact, que l'entretien des monuments historiques nationaux ne dépendait pas des municipalités, c'est probablement vrai, mais il n'empêche que maintenant c'est un peu n'importe quoi. Je pense que la mairie qui a installé à Perpignan pas mal de panneaux expliquant l'origine des rues pourrait quand même mettre il y a une plaque sur la place Arago, mais elle indique simplement que c'est la place Arago dédiée aux physiciens. Et puis il pourrait y avoir quand même près de la statue une plaque expliquant qui est Arago. Parce que pour moi, si on réfléchit bien historiquement, comme célébrité mondiale dans des domaines très différents, si j'en mets 2 en tête dans les PO, je vois que Mayol et Arago. Je ne vois pas de personnalité qui atteigne, si vous voulez, ce niveau-là. Voilà les 3 panneaux. Quand vous passerez à Perpignan, vous regarderez à nouveau les 3 panneaux qui sont quand même sur la statue, qui sont intéressants. Les premières études, on reviendra dessus. De l'observatoire à l'hôtel de ville, c'est quand il est passé d'une carrière scientifique à une carrière politique. Et enfin, les derniers travaux. Alors, à Estagel, voilà, à Estagel, vous avez une maison à Arago, vous avez eu 2 colloques. C'est pas énorme, un colloque à Perpignan en 86 et un autre en 2003 à Estagel, sur Arago. Là, vous avez une photo assez amusante. La date est importante, 26 février 2017. Il se trouve, j'ai donné une conférence sur François Arago à Saint-Estève, au rendez-vous de Saint-Estève. À la fin de la conférence, j'ai quelqu'un qui vient me voir, il me dit « Je suis élu municipal à Estagel, j'aimerais que vous veniez faire la conférence à Estagel. » Je lui dis « Il n'y a pas de problème. » Il me dit « Attention, je suis dans l'opposition. » Et alors il se trouve que 8 jours avant ma conférence, le maire s'est rappelé que c'était le 231e anniversaire de la naissance d'Arago, donc il a fait une petite conférence en réunissant quelques personnes, et je sais qu'il a dit, dans 8 jours, il y a M. Jacques qui vient passer une conférence qui s'appelle
François Arago l'oubliait, oubliez cette conférence. Alors finalement après j'en ai donné d'autres à Estagel sur le clan Arago et sur Jacques, et le maire est venu à ces conférences, et donc il n'y a pas de problème. Mais enfin c'est quand même assez amusant. Alors donc tout commence donc à Estagel. À Estagel, alors pourquoi le maire était un petit peu fâché aussi, c'est que dans l'ouvrage François Arago, c'est vrai quelque part je dois mettre que j'étais étonné qu'Estagel ne fasse pas plus, non pas pour François Arago, mais pour les Arago, quand vous voyez quand même un général de l'armée mexicaine, un colonel de l'armée mexicaine, deux polytechniciens. La maison natale existe toujours, vous voyez la maison natale et le portrait donc de la mère, Marie Arago. Vous voyez 1800 habitants en 90, 2047 aujourd'hui. Cette maison existe toujours, c'est la pharmacie. Moi je suis un petit peu étonné que sur ce délai de plus de 150 ans, il n'y ait pas eu un rachat par la municipalité de la mairie et la réalisation d'un musée. À Rivesaltes, il y a quand même un musée Joffre. Il n'est pas énorme, mais il y a le musée Joffre. Voilà. Et quand je dis bien que c'est Madame Arago qui est quand même la figure tutélaire, c'est que David Danger, le grand médaillé, a réalisé un portrait de François Arago, mais il a aussi fait celui de Marie Arago, et qui a eu le plaisir de signer son acte de mariage parce qu'elle avait appris elle-même à écrire. Vous avez deux signatures de Marie Arago. Alors, vous savez que par contre, la statue d'origine qui est à gauche, oui, à gauche, elle a été fondue par les Allemands, et il y a eu donc une statue du Marcellum qui a été inaugurée le 31 août 1957. 31 août, c'est l'anniversaire d'Arago. Alors, oui, il y a une petite erreur. Alors, sur la plaque, si vous passez à Estagel, sur la statue de François Arago, vous avez cette plaque, outre une œuvre scientifique, etc. Ce qui est assez amusant qu'il y a en bas, comme si François Arago avait fait voter la loi protectrice des vins doux naturels, loi Arago, mais il se trompe parce que c'est son fils Emmanuel qui l'a fait voter une cinquantaine d'années plus tard. Mais je vous montrerai d'autres erreurs. Alors, finalement, tout s'est joué, pour Arago, tout s'est joué pendant sa jeunesse. Là, on a les remparts de Perpignan, et un jour, Arago, c'est un petit peu le bas-relief qui est sur le socle de la statue d'Arago, où on le voit couché dans l'herbe en train un petit peu de rêver. Il a vu un jeune officier qui était là, et il a été lui demander, mais comment à votre âge vous êtes déjà officier? Il lui a dit, j'ai fait Polytechnique, qui était relativement une école nouvelle à l'époque. Arago s'est penché tout seul, parce qu'il n'avait pas de professeur au collège Pi capable d'enseigner les mathématiques au niveau où il fallait. Il a travaillé tout seul. Il s'est présenté la première année, ça devait être à Montpellier, ça n'a pas eu lieu, et il s'est présenté l'année suivante à Toulouse. Alors il y a une petite histoire, là on voit Napoléon remettre le drapeau de la promotion à Arago. Alors on pourrait se dire, c'est parce qu'il est major de Polytechnique. Alors on peut discuter longtemps. C'est en fait parce qu'il avait une très grande prestance. Vous voyez, il mesurait, j'ai mis là, il mesurait 1m82, alors que la moyenne la moyenne de sa promotion était bien en dessous. Et il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, le concours de Polytechnique était décentralisé. Arago, François l'a passé à Toulouse. Juste avant lui est passé un autre élève de Perpignan. Et l'examinateur, qui était Louis Monge, le frère du mathématicien le plus connu, Gaspard Monge, lui dit à Arago, si vous devez être aussi mauvais que votre prédécesseur, c'est pas la peine que je vous interroge. Arago s'est fâché, Monge l'a interrogé et il a classé premier de ceux qui se sont présentés à Toulouse. Mais après on a un déclassement, je crois qu'il est 4e ou 5e, mais bon. Alors, son départ, finalement, il est tout de suite recruté à l'Observatoire de Paris, et on lui demande de prolonger justement la mesure du méridien de Paris entre la France et l'Espagne et les Baléares, avec l'instrument numéro 1 pour faire les visées, c'est le cercle répétiteur de Borda. Alors vous avez encore une trace qui s'efface un peu du méridien de Paris quand vous allez à la Fourche qui va à Perpignan, qui va vers l'hôpital, d'un côté vers l'aéroport, vous avez ce mur peint. Bon, il se dégrade un peu. Il est à la mémoire
de Méchain et de Delambre, qui sont ceux qui ont mesuré le méridien jusqu'à Perpignan. Méchain voulait continuer la mesure du méridien jusqu'en Espagne, et puis il est mort à Castellón. Et c'est à ce moment-là qu'Arago et Biot ont été mandatés pour prolonger le méridien jusqu'en Espagne. Seulement 1802, c'est le moment où Napoléon déclare la guerre, où il y a une guerre entre la France et l'Espagne. Donc Arago et Biot vont travailler dans des conditions très difficiles. On ne se rend pas compte, c'est qu'à l'époque, c'était un roman d'aventure. Ce qu'a vécu Arago pour la mesure du méridien, parce que Biot est rentré rapidement en France, donc il a continué tout seul. Vous voyez, le journal des écoliers. Alors, déclaration de guerre en Espagne, et Arago, qui partait, il était le navire sur lequel il embarquait en Algérie, a été arraisonné par un corsaire espagnol, et il a été emprisonné à Rosas, où son père l'a cru mort, parce qu'il avait dû donner sa montre, ou il s'était fait voler sa montre, et son père a cru qu'il était mort. Alors, c'est une véritable aventure. Après, il a été 3 fois en Algérie, et chaque fois qu'il voulait revenir en France, il y avait un problème. Première fois, il y a eu un coup de Mistral qui a ramené le bateau en Algérie. Donc à Alger, on voit Wilfrid de Fonvielle dans le journal des voyages, qui raconte, alors c'est un peu romancé, hein, Arago, qui parle en arabe pour essayer de dissuader les gens de l'assassiner. Donc il a quand même fini par revenir à Marseille, et quand il est arrivé à Marseille, il a reçu déjà une lettre d'Alexandre de Humboldt, dont on parlera tout à l'heure, qui est devenu son meilleur ami. Et cette aventure un peu picaresque, plus que ses travaux, ont fait qu'il est rentré à l'Académie des sciences à l'âge de 23 ans. Si vous regardez la moyenne d'âge des entrées des chercheurs à l'Académie des sciences, vous ne trouverez pas de 23 ans. Alors, effectivement, Jules Verne s'est beaucoup inspiré. Jules Verne à Paris allait souvent à l'Observatoire, où il rencontrait François Arago, mais également Jacques Arago, qui était un grand voyageur, et dans ses romans, il s'est appuyé pas mal sur les aventures de François Arago, notamment dans les voyages de 3 Russes et Anglais dans l'Afrique australe, qui se sous-titraient « Trianguler ou mûrir ». Trianguler, c'est quand vous mesurez l'angle entre 2 points remarquables pour la mesure du méridien. Malheureusement, à Formentera, malheureusement, il y a un monument à la gloire de Jules Verne, mais pas de François Arago. Alors on va voir Le Savant, et puis après les orientales et l'homme politique à Paris. Alors Le Savant, il y a un chercheur de Caroline du Nord, hein, qui s'appelle Greg Burr, qui est admiratif de François Arago. Alors je l'ai traduit en français, hein, mais il trouve que c'est le physicien le plus intéressant au monde. Alors il faut quand même bien voir que ce qui les intéresse, c'est l'aventure. On voit plutôt le savant recroquevillé dans un laboratoire, malingre, etc. Et que Arago, c'est le prototype inverse. Donc vous voyez, il raconte qu'à 18 ans, il a convaincu l'un de ses amis, ce qui est tout à fait exact, hein, de ne pas assassiner Napoléon. Il a énervé un archevêque, etc. Donc c'est ce côté-là qui a rendu célèbre. Mais il n'y a quand même pas ça, parce que si vous regardez en bas de la diapositive, Burr estime aussi, alors il dit par inadvertance, ce qui n'est pas très gentil, mais qu'Arago était très proche de découvrir la relativité relative. Alors, il faut voir qu'à l'observatoire autour d'Arago, Paris était déjà un pôle d'attraction très important au point de vue littéraire et au point de vue scientifique, et Emmanuel Arago, qui est le fils de François Arago, raconte que lors d'un dîner, son père se penche vers lui et lui désignant les convives, et vous voyez, il y a celui qui a été le plus haut dans le ciel, celui qui a été le plus bas en mer. Donc, effectivement, les réunions de l'observatoire étaient quand même des réunions avec les plus grands savants du monde. Alors, Arago, comme actuellement, hein, il y a des savants qui s'entendent bien, il y en a qui s'entendent moins bien, il y en a qui s'entendent bien un bout de temps, puis après qui se fâchent. Mais les trois savants qui ont beaucoup travaillé ensemble sont Ampère, Arago et Fresnel. Voilà, et d'ailleurs, M. Brzezinski a publié en 2008 un ouvrage qui s'appelle « 3 hommes, 3 savants, 3 amis ». Alors,
on peut aussi ne pas être toujours amis. Jean-Baptiste Biot, c'est l'homme qui a commencé à mesurer le méridien avec François Arago. Et un jour, il se promène avec Arago rue Saint-Jacques à Paris, et Arago parle à Biot d'un projet qu'il a d'un photomètre, quelque chose pour mesurer la lumière. Et quand il arrive devant l'église Saint-Jacques du Haut-de-Pas dans le 5e, Arago dessine sur le mur ce projet de photomètre. Le lundi suivant, à la séance de l'Académie des sciences, qui se déroule le lundi, Biot présente, comme si c'était de lui, ce projet de photomètre. Arago a à ce moment-là mandaté des commissaires de l'Académie des sciences pour aller vérifier sur le mur de Saint-Jacques du Haut-de-Pas que c'était bien lui à l'origine. Et c'est pas l'histoire, mais Biot a disparu pendant 2 ans de l'Académie des sciences. Alors, il est connu, on peut pas. C'était à l'époque quand même, les savants avaient des spectres beaucoup plus larges qu'actuellement. Vous savez qu'actuellement, il y a les chercheurs, ils travaillent sur des sujets qui sont très limités. À l'époque, on était beaucoup plus pluridisciplinaire. On verra après Humboldt encore plus que Arago. Donc, il a quand même des travaux remarquables en électromagnétisme. Là, on voit Ampère et Arago. On avait dit que c'était des savants qui avaient beaucoup travaillé ensemble. Et ils montrent qu'un aimant en mouvement crée un courant dans une bobine. Ils inventent en fait l'électroaimant. Alors, il s'est intéressé aussi à l'éclipse du Soleil. Le 8 juillet 1842, il y a eu une éclipse du Soleil et tous les astronomes du monde se sont répartis sur le trajet de cette éclipse. Vous vous en doutez, Arago est venu à Perpignan. Il est venu à la citadelle de Perpignan, où ils ont observé l'éclipse du Soleil, et c'était à 4h et quelques du matin, et dans les rues de Perpignan, il y avait plusieurs milliers de personnes. Et on n'a pas idée à l'époque. Arago a donné après des conférences, il fallait s'inscrire pour aller à la conférence. Hein. Donc il y avait des milliers de personnes qui observaient l'éclipse du Soleil. Une autre découverte, c'est Arago avec Humboldt, qui ont découvert utiliser l'artésianisme, c'est-à-dire des sources d'eau chaude en profondeur à Paris. Ils ont fait forer un puits, et un chercheur américain, Davis, estime justement que Humboldt et Arago ne sont pas honorés assez pour avoir mesuré la température des eaux profondes souterraines. Et alors, celui qui a foré le puits, Mulot, Monsieur Arago, nous avons l'eau, et le puits a été, le 26 février 1841, le puits à Paris. Oui, il ne marche pas bien. C'est pas moi de temps en temps, enfin, je vais parler plus près. Hein. C'est peut-être moi qui est le fautif. Donc, voilà les travaux d'Arago. Alors, ce qui est amusant, il faut savoir que Arago est rentré donc à 23 ans à l'Académie des sciences, mais il a surtout été le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pendant 30 ans. Donc, non seulement il a fait ses propres travaux, mais il a fait des rapports sur les travaux de beaucoup d'autres personnes. Ce qui fait que quand on examine les travaux d'Arago, qui représentent 12 tomes, il est parfois difficile de savoir ce qui revient à ses propres travaux et ce qui vient du travaux des autres. Alors, par contre, j'ai pris sur un sommaire des titres. Il y a effectivement dans ces publications des titres qui amusent un peu et qui montrent que tout n'était pas peut-être toujours sérieux. Est-on frappé de la foudre avant de voir l'éclair sur une prétendue jeune fille électrique? Enfin, vous avez les corps des hommes et des animaux frappés par la foudre se définissent lentement. Donc, ce que je voulais signaler, que c'est un peu difficile de déterminer. Vous voyez, je vous ai dit, André Arago, donc il rédigeait aussi toutes les notices nécrographiques des gens qui mouraient à l'Académie. Et ce qu'il faisait dans ces notices, c'est que non seulement il rappelait les résultats scientifiques, mais il rappelait toute la vie et les difficultés éventuellement financières, politiques, qu'avaient rencontrées les savants. Et ça, c'était tout à fait nouveau à l'Académie. Alors, il a été, bien sûr, à l'Observatoire de Paris, qui a été édifié sous Louis XIV sur des plans de Charles Perrault. Voilà l'Observatoire de Paris actuellement.
Voilà l'Observatoire de Paris au moment d'Arago. Et là, si vous voulez, s'y installer, c'est-à-dire qu'il vivait à l'Observatoire de Paris, et tous ses proches, ses collaborateurs, y vivaient aussi. Donc c'est un clan qui a été même un petit peu accusé d'être un peu une dynastie. Ils s'occupaient de tout l'Observatoire de Paris. Ils vont le payer cher, d'ailleurs, quelques temps plus tard. Donc, je parlais un petit peu de Arago et Humboldt. Donc Humboldt avait écrit à Arago dès qu'il est revenu d'Espagne, et ils avaient ensemble l'idée que connaître, découvrir, communiquer. Ce sont les premiers qui ont eu l'idée que les connaissances scientifiques devaient être mises à la portée de tous. Alors on va me dire c'est facile, non, c'est pas facile du tout. Et je viens juste de publier hier un ouvrage, mais qui est un e-book, il faut le télécharger, qui s'appelle Humboldt et Arago, si proches, si différents. Ils étaient très proches, mais pourquoi ils étaient différents? Essentiellement, il faut voir que Humboldt est issu d'une famille prussienne noble et a toujours été très proche des rois de Prusse, alors qu'Arago est quand même né dans une famille paysanne. Et ça suffit quand même sur pas mal de domaines à les différencier nettement. Ils ne pouvaient pas apprécier le monde tout à fait de la même façon. Alors, un jour, Frédéric Guillaume III, qui est le 5e et dernier roi de Prusse, il était, disons que, Alexandre d'Humboldt, c'était son chambellan et son conseiller. Et un jour, à Arago, à l'observatoire, il voit arriver Alexandre de Humboldt, accompagné d'un ami habillé en tenue de voyage. Il lui dit, avec mon ami, nous rentrons demain à Berlin, il aurait aimé visiter l'observatoire. Arago lui dit, pas de problème, on va visiter l'observatoire. Il commence à visiter l'observatoire, puis les conversations dérivent un peu vers la politique, et Arago ne cache pas qu'il en veut beaucoup aux rois qui ont été les ennemis de la France. On botte le point après, il lui dit, mais mon camarade c'est Frédéric Guillaume III. Il dit, je le savais, c'est pourquoi j'ai été aussi franc. Alors une autre histoire qui a mal tourné, c'est Arago qui a donné au dénommé Urbain Le Verrier, il lui avait demandé de travailler sur Uranus, une planète, la troublante Uranus. Le Verrier a commencé à travailler dessus, et en fait, il n'a rien trouvé sur Uranus, mais il a trouvé une nouvelle planète, par contre. La 8e et dernière planète du système solaire, le 31 août 1846. La communauté internationale a reconnu sa paternité dans la découverte de la planète, qui était la planète Neptune, mais si vous voulez, elle s'est appelée Neptune et pas Le Verrier. Et Le Verrier en a toujours voulu à Arago, estimant que c'était lui qui avait empêché qu'elle s'appelle la planète Le Verrier. Alors ça s'est traduit de façon très nette. Alors quand vous avez... ils sont enterrés dans deux systèmes différents, deux cimetières différents, mais ça c'est pas une preuve, puisque vous avez Voltaire et Rousseau qui ne s'aimaient pas du tout, qui sont face à face au Panthéon. Mais Le Verrier, quand il a pris la direction de l'observatoire, il a mis à la porte tous les anciens d'Arago, il a tout détruit, l'amphithéâtre d'Arago, qui était un magnifique amphithéâtre, il l'a détruit pour en faire des appartements, et il a tout vidé, quoi. Il s'est vengé de la planète Neptune. Alors, vous avez toujours, si vous visitez l'Observatoire de Paris, vous avez toujours cette coupole Arago avec une lunette, mais c'est une lunette qui n'a pas beaucoup servi parce qu'elle n'était pas de très bonne qualité. Alors, je voulais parler de vulgarisation. Ici, il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient passionnés d'astronomie. Voilà l'amphithéâtre que Le Verrier a détruit. Quand Arago donnait des conférences, c'était des centaines de personnes, mais qui étaient aussi des ouvriers, des gens du peuple. L'astronomie passionnée à l'époque, et le voilà en faisant un cours, et il avait dit, je ferai, c'est peut-être un peu excessif, je ferai le cours sans supposer à mes auditeurs aucune connaissance mathématique. Bon, pour de l'astronomie, ça va être un peu difficile, mais c'était un peu son credo. Et il paraît qu'il observait dans la salle celui qui semblait un petit peu le moins éveillé, pour voir si quand même il comprenait sa conférence. Donc Arago comme Humboldt ont été, et voilà ce qui reste d'Arago, le tableau. Il reste à l'observatoire le tableau de l'amphithéâtre Arago. Alors, on a vu tout à l'heure ce panneau, le panneau qui est donc à Perpignan sur le socle des Merciers. On voit Arago à droite, déjà un peu malade, qui dicte
à sa secrétaire ses mémoires, et à gauche, contre la bibliothèque, c'est Augustin Barral qui a publié tous les travaux d'Arago après sa mort. 4 cours d'astronomie papulaire, 17 volumes, 11 000 pages. Vous pouvez les télécharger sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Alors, on va passer à l'homme politique, puisqu'à l'époque, c'était visiblement facile de mener 2 carrières. Maintenant, on ne voit plus beaucoup d'hommes politiques qui mènent parallèlement une autre carrière. Alors, une petite chose amusante, vous voyez, vous connaissez ce monument quand même à Port-Vendre. Hein. Sur la place de Port-Vendre, vous avez ce monument dédié à Louis XVI, avec 4 bas-reliefs. La servitude abolie, l'Amérique indépendante, la marine relevée, la liberté du commerce. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse trop là, mais si vous regardez où il y a la flèche, vous pourrez passer à Port-Vendre, vous avez une échelle métrique. Et quand vous regardez, vous avez 992,5, 992, et vous avez cette plaque. Cette plaque qui indique que Arago a décidé, ou a fait décider par la Chambre, que le zéro des mers, vous savez, pour connaître l'altitude dans les continents, il faut un zéro. On mesure donc le zéro des mers. Il l'a fixé à Port-Vendre. J'ai consulté tous les spécialistes du zéro des mers en France. On a regardé tous les travaux d'Arago. Ça n'est pas vrai. Et peut-être il en a parlé au maire, parce que quand il venait dans les Pyrénées-Orientales, il peut très bien avoir dit ce serait bien que le zéro des mers soit fixé à Port-Vendre, mais il ne l'a jamais été. Il a toujours été fixé à Marseille. Donc ce panneau est faux. J'ai écrit à la mairie, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, voilà, donc dans les Pyrénées-Orientales, vous avez les élections, vous avez toutes les élections où Arago a été élu dans les Pyrénées-Orientales. Une fois, elle a été élue à Paris aussi. Hein. Alors, ce qui est important, on y reviendra tout à l'heure, mais on le comprendra. Arago était de gauche, visiblement, il a beaucoup défendu les ouvriers, hein. Mais il était hostile à l'insurrection populaire. C'est-à-dire qu'il admettait la contestation, mais pas tellement les mouvements de rue. Hein. D'ailleurs, il a dit « Je suis un homme du progrès et du progrès modéré ». On verra mieux après. Ça a été le début. Il faut bien savoir que l'Indépendant, qui est le plus vieux quotidien français, qui a arrêté de paraître seulement pendant quelques mois, je ne sais plus, c'est le plus grand quotidien français, il a été créé uniquement pour défendre la candidature de François Arago dans les Pyrénées, la première candidature de François Arago dans les Pyrénées-Orientales. Et en face, il y avait le journal des Pyrénées-Orientales. Et l'Indépendant, il a abandonné François Arago en 1839 et il a soutenu le préfet Weiss. Mais il a quand même été créé complètement par des amis d'Arago pour défendre sa candidature. Alors si vous voulez en savoir plus sur les discours qui ont été prononcés par des grands orateurs, Jules Ferry, etc., autour de l'inauguration des statuts d'Arago, il y a un professeur de l'Université de Perpignan, actuellement à la retraite, Michel Cadet, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est intéressant de savoir, alors tant pis, j'ai pas dû le mettre là, mais c'est que à un moment donné, comme Arago a défendu pas mal les ouvriers, Arago a été pris comme modèle par le Parti communiste dans les Pyrénées-Orientales. Jusqu'à une certaine époque, très souvent, il se référait à François Arago. Et à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui a dit on ferait peut-être mieux d'étudier en détail la carrière politique d'Arago. Et il y a 2 journalistes qui ont rédigé une plaquette aux travailleurs catalans, le journal communiste des Pyrénées-Orientales, qui ont mis fin, si vous voulez, au soutien du Parti communiste à Arago. Donc Arago, à ce moment-là, a disparu. On ne fait plus référence à Arago, au Parti communiste, à partir de cette plaquette. On va comprendre pourquoi quand on verra l'homme politique à Paris. Alors, il y a toujours un mélange. En 1830, c'est une année importante pour Arago. C'est l'année où il perd son épouse, et ayant finalement plus de temps, où il se lance dans la carrière politique, tout en poursuivant sa carrière scientifique. Donc il est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,
mais il profite de son premier discours pour faire un discours qui est en même temps politique. Il traite de la notice biographique d'Augustin Fresnel, mais il en profite pour demander la liberté de la presse, etc. Parce que le lendemain, il y avait les ordonnances de Saint-Cloud de Charles X qui mettaient fin à une certaine liberté de la presse. Donc il a toujours un petit peu mélangé politique et science. Alors peut-être au niveau international, peut-être le domaine où le travail d'Arago est le plus reconnu, et ça c'est peut-être moins, c'est comme celui qui a permis de donner la photographie au monde. Alors à l'époque, si vous voulez, vous avez là un exemple d'un daguerréotype. C'est un système inventé par Louis Daguerre et Nips, on verra dessus. Vous avez là un exemple de daguerréotype. Ce qui est amusant, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, si vous voyez la flèche, là vous voyez au bout de la flèche un homme. Et pourquoi? C'était tellement lent les prises de vue que des véhicules passant rapidement ne pouvaient pas impressionner la plaque photographique. Et là, c'est parce que l'homme se faisait cirer les chaussures et qu'il ne bougeait pas. Donc c'est le seul homme que l'on voit. Les daguerréotypes, il y en a des magnifiques. Moi, celui que j'ai trouvé sur Internet. Alors voilà. En fait, l'invention de la photographie, on peut la rapporter à deux personnes, Nips et Daguerre. Ils ont d'ailleurs signé un contrat. Ils ont signé un contrat en 1841, mais Nips est mort, et c'est vrai que Daguerre, à ce moment-là, a tiré un peu la couverture à lui. Ce qu'a fait surtout, la maison Boulevard, à Perpignan, au musée Hyacinthe Rigaud, il y a 4 daguerréotypes qui ont été donnés par François. Daguerre les a donnés à François Arago, qui les a donnés à ce qui est devenu maintenant le musée Rigaud. En voilà une. Alors, sur Internet, c'est le plus beau daguerréotype que j'ai trouvé. C'est des plaques qui sont petites comme dimension. Et voilà les 3 autres qui sont au musée Rigaud. Alors là aussi, j'essaie toujours de défendre Arago dans les Pyrénées-Orientales, donc j'ai proposé à la mairie de Perpignan de faire un jour anniversaire, en août, une exposition sur Arago et la photographie au musée Rigaud. J'ai eu un accord de la mairie et j'ai eu un accord de la directrice d'alors du musée Hyacinthe Rigaud, et puis 2 mois avant on m'a dit non, on ne la fait pas, et j'ai jamais eu d'explication. Mais c'est dommage parce qu'il y a de quoi faire une très belle exposition sur la photographie. Il faut voir que le daguerréotype, en 10 ans, ça a irradié le monde. Pourquoi? Parce que ça, on doit tout à François Arago. En Angleterre, ils avaient un procédé assez voisin qui était inventé par Talbot, mais ils l'ont breveté, ils l'ont privatisé. Alors qu'Arago a proposé l'achat par le gouvernement du processus pour le donner au monde. C'est-à-dire que c'était complètement libre d'utilisation. Et ça a connu un grand développement aux États-Unis et en France. Pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y avait que des nobles, des gens fortunés qui pouvaient faire leur portrait en peinture, alors qu'avec le daguerréotype, c'est devenu accessible à des gens beaucoup plus ordinaires d'avoir leur portrait. Donc, aux États-Unis comme en France, il y a eu énormément il y avait des camions qui passaient de ville en ville. Aux États-Unis, ça a duré 10 ans, cette mode du daguerréotype. L'inconvénient, c'est un exemplaire unique, c'est très fragile, on ne sait pas. Alors si on en revient, on va arriver à la fin de la carrière politique d'Arago. Tout se joue en fait en 1848. En février, on va retracer un petit peu, c'est la démission du Premier ministre François Guizot et l'abdication de Louis-Philippe. À ce moment-là, il y a création des ateliers nationaux pour employer finalement les chômeurs. C'était le gouvernement qui payait les chômeurs en créant des ateliers nationaux. Il commence à y avoir des manifestations ouvrières. Ça, c'est en février. En mars, il y a déclaration instaurant le suffrage universel, manifestation à Paris, à Bordeaux, Valence. En avril, on arrive à l'échec des manifestations à Paris pour un nouveau report des élections, abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, on y reviendra puisque on le doit quand même nettement à Arago,
Et en mai, il y a une réunion de l'Assemblée nationale et proclamation de la République avec mise en place d'une commission exécutive de 5 membres qui est présidée par François Arago. La commission exécutive, si vous regardez quelques noms, vous voyez qu'on pouvait être, il y avait Lamartine par exemple, François Arago, on pouvait être grand écrivain, grand scientifique, et donc voilà le gouvernement provisoire du 24 février, et la commission exécutive de 5 membres du 9 mai. Elle est présidée par Arago. Et c'est là que va arriver, en juin 48, il y a fermeture des ateliers nationaux. Arago et Lamartine, ils ordonnent au général Cavaignac de mettre en place des bataillons pour dissuader ou limiter les émeutes, puisque, comme je vous l'ai dit, Arago n'était pas du tout favorable à des insurrections. Le 28, il y a des barricades à Paris. Le soir, Arago démissionne. Et le lendemain, l'insurrection est réprimée par Cavaignac. Donc, il y a une incertitude. Est-ce que Arago a donné à Cavaignac l'ordre de tirer sur la foule le lendemain et il a démissionné, ou il n'a jamais donné cet ordre? Donc, il y a, quand je regarde la littérature, il y a des gens qui accusent complètement Arago et il y en a d'autres qui l'exonèrent complètement. Donc, c'est sans doute pour ça que, ultérieurement, le Parti communiste, avec ces événements, a préféré quand même retirer un peu l'effigie de François Arago. Voilà, alors je l'ai mis là. Voilà la plaquette que vous avez parlé tout à l'heure, je ne savais pas que je l'avais là. Pour le 100e anniversaire, Gosset et Viennet ont rédigé pour le travailleur catalan, pour le centenaire, une plaquette à l'initiative d'André Marty, directeur adjoint de l'Humanité, qui mettait fin un petit peu à cela. Donc, il faut voir que dans un plateau de la balance, il y a la lutte à l'Assemblée nationale, il a beaucoup été favorable à lutter contre les injustices sociales. Il a eu d'ailleurs un jour une manifestation, une manifestation de 5000 ouvriers qui sont venus à l'Observatoire pour le féliciter. Il a été un des responsables de la création du suffrage universel. Il a aboli les châtiments corporels de la marine, et même si on attribue l'abolition de l'esclavage à Victor Schœlcher, qui est rentré au Panthéon, il faut quand même voir que c'est Arago qui a quand même délégué à Schœlcher le soin de rédiger cela. Donc on voit aussi la signature d'Arago sur ce document. Donc on pourrait aussi quand même lui porter crédit autant qu'à Schœlcher de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Bon, ben j'ai terminé. Je suis un peu le micro. S'il y a des questions...